Europe 1. 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est députée du groupe LIOT, députée de la Marne et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Charles de Courson. Bonjour. C'est une avalanche de condamnations et d'indignation après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Cette dernière a bien sûr réagi, dénonçant la bêtise et la lâcheté d'un tel acte. Comment vous qualifiez cet acte et puis ce climat? Est-ce que vous pensez, Charles de Courson, qu'on a franchi un cap? Non, mais sur cette affaire, c'est inacceptable. Cette personne n'a rien à voir avec le président, sauf d'être son petit-neveu. S'en prendre un membre de la famille éloigné du président est inacceptable. Ils doivent être sanctionnés et condamnés. Est-ce qu'il y a une responsabilité, selon vous, de certains dans leurs paroles, dans le débat public et politique? Est-ce que vous faites un lien entre un débat souvent hystérisé, parfois des insultes venant de l'extrême gauche, et puis la violence de tels actes sur le terrain? Oui, on dit souvent que la violence physique est préalablement favorisée par la violence verbale. Et c'est vrai qu'il y a des dérives. On n'a jamais connu ça à ce point, hein, depuis au moins 1958. Si vous voulez, une violence dans les propos, des attaques personnelles. Lesquelles? De la part de qui précisément? Les extrêmes, voilà, comme toujours. Lesquels? À gauche, à droite? Comment vous qualifiez précisément? Oui, c'est partagé. Des gens qui ne se maîtrisent plus. On se demande même si parfois ils ne font pas ça uniquement pour faire le buzz. Y compris à l'Assemblée nationale? Oui, à l'Assemblée nationale, oui. C'est une haine anti-Macron qui est entretenue? Oui, je crois que le président Macron a du mal à comprendre pourquoi il suscite non pas de l'hostilité, mais de la haine dans une large partie du pays. Pourquoi alors? Dites-le nous. Eh bien, vous savez, moi j'étais allé sur les barrages des Gilets jaunes. J'en connaissais beaucoup. Et je discutais avec eux, pourquoi ils étaient là, quelles étaient leurs revendications, leurs demandes, etc. Et ce qui me frappait, c'était la violence des propos à l'égard du président de la République. Et je leur disais, mais pourquoi vous le haïssez à ce point? Et ils me répondaient tous ils avaient tous la même réponse. Ils me disaient, parce qu'ils nous méprisent. Vous avez vu qu'il a répondu à ça, Emmanuel Macron. Il n'a pas répondu à ça. En tout cas, il a récusé tout procès en mépris. Il dénonce ce qui lui est reproché et il dit que non, au contraire, il écoute les Français. Peut-être qu'il y va un peu fort parfois, dit-il. Non, mais quand les gens vous haïssent, il faut toujours se demander pourquoi. Mais ça peut être une haine irrationnelle aussi, Charles de Courson. À mon attitude, etc. Et le président, semble-t-il, ne veut pas comprendre pourquoi. Mais selon vous, quand pourquoi il a des paroles aussi blessantes, si vous voulez. Est-ce que c'est digne d'un chef d'État de dire, quand on parlait des moyens de lutte contre la pauvreté, disons les pauvres, ça nous coûte un pognon de dingue. On ne dit pas des choses comme ça. Enfin, c'est une méconnaissance totale des réalités sociales. Quand on dit à un jeune qui dit « Ah, j'arrive pas à trouver du boulot », t'as qu'à aller, traverse la rue, là, il y a un restaurant, et tu vas trouver du boulot. Il s'est expliqué sur cette phrase encore dernièrement. Il a répété, vous n'avez qu'à franchir un mètre, c'était lors d'une opération sur la réindustrialisation. Vous y trouvez des traces de mépris de la part du président? Mais je pense que le président a un vrai problème dans sa conception de l'exercice du pouvoir. Voyez, je pense qu'il croit, pour moi, il est hegelien, voyez, au sens où il croit qu'il suffit d'être à la tête de l'État pour décider, ça s'applique. Eh ben non, c'est pas comme ça une démocratie. Vous voyez, compliqué, avec beaucoup de courants, etc. Beaucoup de courants et des contre-pouvoirs. Vous êtes tocquevillien. Voilà. Oui, et il a passé son temps à essayer d'affaiblir les corps intermédiaires. Vous voyez, c'est vrai, des syndicats, tant de salariés que patronaux d'ailleurs. Vous voyez, il s'est attaqué au réseau consulaire, il s'est attaqué, vous voyez, et sur les collectivités locales. On voit qu'il n'a jamais été élu local. On va en parler. On va parler aussi du Parlement que vous estimez piétiner. Juste encore un mot, Charles de Courson, parce que là, vous décrivez cette haine à l'égard d'Emmanuel Macron, mais rien ne justifie, évidemment, pour être très au clair sur vos propos, qu'elle puisse se transformer en acte.
Alors, c'est toujours le danger, c'est qu'on voit bien, et on l'a vu des Gilets jaunes, si vous voulez, ça, des Gilets jaunes, ces propos d'une violence extrême peuvent inciter, si vous voulez, à la violence physique, de passer de la violence verbale à la violence physique. Mais alors comment on s'y oppose? Quels sont les garde-fous? Est-ce que vous-même, tous, quels que soient évidemment les courants politiques, il faut se lever et le dénoncer fortement? Vous savez, un État civilisé, c'est un État dans lequel le monopole de la violence est un monopole d'État, si je puis dire. Hein. C'est la violence légitime, on l'appelle, qui est là pour maintenir l'ordre et la bonne entente et de faire vivre dans l'harmonie les différents courants politiques. C'est ça la violence légitime. Et contre ceux qui croient qu'ils peuvent imposer leur volonté par la violence physique. Mais alors qui est responsable d'un tel climat? Tout à l'heure, vous avez dit attention, il peut y avoir de la part des extrêmes. Je pense mais que est-ce qu'il y a un responsable? Je pense que la société, c'est vrai, est devenue plus violente. On le voit entre les êtres. Vous voyez, la montée de la violence au sein des couples. Voilà, c'est quand même quelque chose. Un indice, c'est que la révélation, le taux de révélation augmente, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a les deux. Il y a le taux de révélation augmente, mais aussi la violence. Ça veut dire un espèce d'individualisme où chacun cherche son propre intérêt et que la notion d'intérêt général, du bien commun, est oubliée. Alors justement, je voulais en arriver à cela, à l'intérêt général, à l'intérêt supérieur et donc à l'intérêt de la France. Dans ce cas-là, à partir de tout ce qui a été dit depuis le début de cet entretien, Charles de Courson, est-ce que dans un tel contexte aussi éruptif, hystérisé, vous êtes toujours déterminé à poursuivre le combat politique contre la réforme des retraites? Nous venons de parler quand même d'un contexte, d'un continuum de menaces entretenues aussi. Enfin, cette réforme a entraîné, peut-être a ouvert la boîte de Pandore d'une certaine violence. Vous êtes déterminé? Oui, tout à fait, parce que moi, je suis un homme de droite modérée. Vous voyez. Pourquoi avez-vous besoin de préciser modéré? Je me suis élevé avec beaucoup d'autres et de nombreuses sensibilités politiques contre ce texte, pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que c'est un texte fondamentalement injuste, puisqu'il fait reposer les économies nécessaires sur le régime des retraites, sur les couches sociales les plus modestes. Très bien. Et ça, c'est le inacceptable. fond, on vous et puis la vous y méthode. posé. Oui, mais Et puis Charles la de Courson, méthode. nous sommes dans un contexte, je viens vous le décrire. Est-ce qu'avec ce contexte, vous dites, moi, je vais poursuivre et je vais aller vers cette proposition de loi pour abroger la réforme, quoi qu'il en coûte, j'allais dire, socialement et d'un point de vue sociétal? C'est pas ça le but de cette proposition de loi. Le but de cette proposition de loi, qui j'espère sera votée le 8 juin, c'est de donner un coup d'arrêt à la dérive autoritaire. Dérive autoritaire? Oui, dérive d'Emmanuel autoritaire, Macron. c'est-à-dire de vouloir imposer par des mécanismes de procédure. Par des outils constitutionnels, diront d'autres. C'est tout à fait, effectivement, c'est constitutionnel. Hélas, puisque le Conseil constitutionnel l'a accepté, mais de vouloir violenter la société, vous voyez. Attendez, vous venez de dire dérive autoritaire et violenter la société. Nous en sommes là. C'est-à-dire que vous dites qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui en dehors des clous de la démocratie. Mais tout a été fait pour empêcher l'Assemblée nationale de se prononcer sur ce texte. Quelle que soit l'issue du vote du 8 juin, le but c'est de rappeler que les seuls représentants du peuple dans ce pays, ce sont les députés. Voilà, qui sont les représentants du peuple. Et que c'est à eux d'en trancher. Quelle que soit l'appréciation qu'on porte sur l'Assemblée nationale. Mais vouloir empêcher les représentants du peuple de se prononcer, c'est quelque chose d'extravagant. Vous le dites avec un ton très serein, mais vous venez de dire dérive autoritaire. Je vous reprends simplement pour que vous c'est toujours cette conception verticale. D'ailleurs, le président, dans son dernière interview, essaie d'expliquer qu'il n'a pas de conception verticale de l'exercice du pouvoir. Mais enfin, c'est nier une évidence. On se demande même parfois s'il y a même un Premier ministre. Vous voyez, vous avez la réponse à votre question. Il décide de tout, tout remonte à l'Élysée, mais on ne peut pas gérer une société libre, démocratique et équilibrée comme ça, c'est pas possible. Savez-vous ce qu'il pense de vous, comment il vous traite? Je n'en sais rien. Populiste? S'il y a bien quelqu'un qui n'est pas populiste, c'est bien moi. Alors là, franchement, j'en sais rien. Je veux dire, je n'ai jamais eu de dialogue avec lui. Ce sera donc
Probablement le 8 juin. À cette date, Charles de Courson sera examiné donc cette proposition de loi du groupe Liot pour abroger la réforme des retraites. Sauf que les manœuvres se multiplient pour ne pas vous laisser faire, pour vous contrer, avec l'éventualité de dégainer le recours constitutionnel à l'article 40, car votre proposition pourrait être irrecevable financièrement. Alors si ce scénario se met en place, que ferez-vous? Que diriez-vous? Ah mais attendez, mais votre question est d'ores et déjà dépassée, puisqu'il y a deux contrôles de la recevabilité financière d'une proposition de loi. Il y a celle du bureau de l'Assemblée, qui a accepté cette proposition de loi. Donc, c'est terminé. Et comme vous le savez, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, convoquée à l'Élysée samedi dernier, a refusé de se prêter à un exercice dans lequel elle n'avait aucune compétence, d'ailleurs, quant à la recevabilité. Et puis, il y a un deuxième niveau de contrôle qui est exercé par le président de la Commission des finances. Pensez que le rapporteur général nous a expliqué au bureau mercredi dernier qu'il était aussi compétent que le président. On lui a relis le 4e alinéa de l'article 89 du règlement intérieur, et je peux vous dire, à l'unanimité de tous les groupes de l'opposition, ça a été déblayé. Et donc, ils peuvent à tout moment soulever les recevabilités. On est d'accord, ils peuvent encore. Coquerel, la question n'est pas dépassée en réalité, Charles de Courson. Votre texte peut être bloqué pour irrecevabilité financière. Non, pas du tout. C'est le président Coquerel qui en tranchera, et il a d'ores et déjà dit qu'il accepterait la recevabilité financière de cette proposition. Vous faites une annonce, déjà le texte ne sera pas bloqué pour cette raison-là. Non, mais ils sont en train de chercher d'autres moyens. Alors ils peuvent inonder d'amendements, d'obstruction. Faisant entraîner les débats le 8 juin de manière totalement irrationnelle, et dans ce cas-là, il n'y a pas de vote. Après avoir critiqué certains membres de l'opposition qui se sont livrés, hélas, à de l'obstruction. Vous croyez vraiment que votre texte ira jusqu'au bout du parcours parlementaire ? Eh bien, nous sommes très nombreux à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'il en soit ainsi. Charles de Courson, la majorité dénonce une volonté politicienne de votre part de rejouer le match des retraites. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes depuis le début dans un combat politicien? Mais c'est pas rejouer le match, c'est jouer le match. Ça ne passe pas, qu'il n'y ait pas eu de vote, ça ne passe pas pour vous. C'est quand même insensé. Pensez qu'un texte aussi important, on a examiné l'article 1er qui a été adopté, c'était sur les régimes spéciaux. L'article 2 a été repoussé. Et le gouvernement a transmis au Sénat le texte, y compris l'article 2. Enfin, c'est nier un système démocratique. Je veux dire, nier un système démocratique. Mais bien sûr, puisque c'est empêcher les représentants du peuple de pouvoir se prononcer. C'est incroyable. Votre motion de censure transpartisane, il y a quelques semaines, avait donné des sueurs froides au gouvernement. Vous continuez, on l'entend, avec une détermination, dites-vous, au nom de l'intérêt général. Vous assumez aujourd'hui d'être une sorte de bête noire du gouvernement, de l'exécutif, de la majorité. Ça m'est complètement égal. Oui, on le sent bien, oui. C'est complètement égal, ça me laisse tout à fait indifférent. Les pressions, etc., qu'on peut exercer sur moi me laissent de marbre. C'est pas ça le problème. C'est le problème de réaffirmer qu'on est dans un système démocratique. Vous voyez. On a besoin de réaffirmer aujourd'hui en France que nous sommes dans un système démocratique. Absolument, et par le vote, et qu'on laisse l'Assemblée nationale se prononcer. Enfin, c'est l'essence même d'une démocratie. Vous avez précisé tout à l'heure que vous étiez de droite modérée. Je me suis permis de relever pourquoi vous ajoutez modéré, parce que vous êtes soutenu, et c'est ça qui peut interpeller certains, Charles de Courson, par le RN, par les Insoumis, par ceux à droite qui ne veulent pas de cette réforme. Vous êtes quasiment un héros pour eux. Quelle est la logique? Où est la logique pour le centriste que vous êtes, qui aurait dû quand même soutenir une telle réforme? Mais moi, j'ai toujours été pour la réforme des retraites. Mais nous l'avions proposé à la Première ministre, qui n'en a tenu nul compte. Nous avions proposé 5 mesures pour inciter nos concitoyens à travailler plus longtemps. C'était ça, la voie de la sagesse. Et on pouvait avoir sur un tel schéma, d'ailleurs, l'appui d'une partie des syndicats. C'était ça, la sagesse. Charles de Courson, avec une voix très calme, vous avez dit quand même ce matin qu'il y avait une dérive autoritaire. On va retenir cela. Et la question que l'on peut vous poser en conclusion, pardonnez-moi de la poser ainsi, qui êtes-vous? Catherine Ney vous a croqué dans le journal du dimanche. Est-ce que vous êtes d'accord avec la manière avec laquelle elle a, je vous esquissé un petit sourire, un aristocrate révolutionnaire? Alors, qui est vraiment Charles Amédée de Courson?
Alors, révolutionnaire, non. Je suis pour la justice sociale, vous voyez. J'ai toujours été C'est très peut-être attaché être un peu à révolutionnaire la justice sociale. pour la Non, justice non, sociale non, aujourd'hui, non? ça me paraît, si vous voulez, la sagesse même. J'ai toujours été pour la rigueur budgétaire, hein, de ne pas faire de promesses qu'on ne tient pas. C'est peut-être pour ça que mes électeurs m'ont toujours renouvelé leur confiance, vous voyez, parce qu'ils me disent au moins, on sait qui tu es, voilà, et tu nous as jamais trompés. Oui. Et hélas, si la classe politique dans son ensemble est dans la situation actuelle, c'est peut-être qu'il y a eu trop de promesses dont on savait, lorsqu'elles ont été émises, qu'elles ne seraient jamais tenues. Qui fait qu'aujourd'hui, une partie de l'opinion publique ne veut plus aller voter. Et une autre partie qui vient encore voter, vote pour les extrêmes, en disant, de toute façon, on a tout essayé, hein, et c'est bien le danger de la dérive actuelle. Et de ce point de vue-là, le président Macron aura contribué à l'extrémisation de l'opinion publique française. Merci Charles de Courson, et on a bien compris que vous étiez déterminé en vue du 8 juin. Merci à vous et bonne journée. Merci Charles de Courson, merci à vous Sonia Mabrouk. Dans